Salut tout le monde, je suis avec Guillaume Lopez, le prochain co-auteur de mon prochain cours chez Scanderia. Ça sera en biologie et bio-inspiration. Enfin, je fais un cours sur le biomimétisme et la biologie en général, une introduction pour absolument tout le monde et tous les horizons. Et comme on a fait donc avec Jérôme Bondu notamment sur ma chaîne, une petite série sur l'intelligence économique avant de préparer le cours qui va sortir chez Scanderia sur le sujet, eh bien voici donc Guillaume Lopez. Je l'aime beaucoup parce que c'est un biologiste hyperdoxe. Vous savez, j'adore troller ces gros teubés d'Académie-Car. C'est pour ça que j'avais mis Hyperdoctor sur mon profil Twitter. Et eux, évidemment, étant des taureaux avec deux neurones qui se touchent, avaient sauté là-dessus. Ça les avait rendus complètement dingues. Et en fait, Hyperdoctor, c'est pas seulement parce que j'ai 3 doctorats, mais c'est surtout parce que mon mentor, Serge Choudoplatov, m'avait appris, Idriss, tu dois être hyperdoxe. C'est-à-dire que tu dois être à la fois orthodoxe et hétérodoxe. Donc orthodoxe, ça veut dire que tu sais lire les manuels, tu as la compétence, tu sais être rigoureux dans le sens où on t'a appris à l'école et si tu le voulais, tu pourrais être un premier de la classe. Hétérodoxe, ça veut dire que tu sais ne pas être un premier de la classe. Et hyperdoxe, donc ni hétérodoxe ni orthodoxe, ça veut dire que tu sais quand il faut être un premier de la classe et tu sais quand il faut surtout ne pas être un premier de la classe. Et croyez-moi que dans cette période tragique, mais en même temps très significative sur le plan historique, c'est essentiel, c'est devenu vital en fait d'être hyperdoxe, c'est-à-dire de savoir apprendre et de savoir désapprendre, de savoir ouvrir un manuel et de savoir dire ce manuel, il est complètement dépassé, il n'est plus du tout adapté à la situation, il est has-been. Eh bien ça, c'est ce que j'aime chez Guillaume. Il a fait première moitié à l'université et ensuite en autodidacte. Et ça, selon moi, c'est les meilleurs profils que vous pouvez trouver. C'est pour ça que j'ai fait ce cours avec lui. Et donc, dans cette vidéo maintenant sur ma chaîne, eh ben, on va vous parler des écosystèmes nourriciers. J'avais déjà fait une vidéo sur les écosystèmes comme moyen de production. Je pense que c'est un sujet évidemment sur lequel on ne s'est pas assez arrêté. On pourrait vraiment changer la face du monde si on essayait d'avoir notamment des forêts nourricières. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Guillaume, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Franchement Idriss, merci de m'accueillir, c'est vraiment un grand plaisir et honneur parce que je t'ai déjà dit en privé, mais effectivement quand j'étais à la fac, je me demandais ce que j'allais faire, est-ce que je quittais, est-ce que je quittais pas. Je lisais beaucoup de livres et je me rendais compte qu'il y avait effectivement beaucoup de notions à désapprendre finalement dans l'apprentissage universitaire. Et finalement, en fait, donc j'ai quitté la fac et quelques années après, je tombe sur ton livre L'économie de la connaissance. Et là, j'ai réussi à mettre des mots du coup sur des ressentis que j'avais. Et donc, c'est vraiment encore une fois un grand plaisir d'être avec toi pour présenter et parler un petit peu de ce qui me passionne. Parce que c'est ça aussi qui m'a sorti un petit peu des bancs de l'université. C'est de faire ce qui me passionnait et pas faire ce qu'on me disait de faire parce que je voyais l'entonnoir se resserrer vers toujours plus d'applications comme ça très… Ouais, et puis surtout cette destruction de l'enthousiasme, je le vois avec tous les nouveaux étudiants qui arrivent dans le système universitaire. Pasteur avait dit, les Grecs nous ont laissé ce merveilleux mot enthousiasme qui veut dire anthéos, avoir un Dieu à l'intérieur de soi. Donc quand on a un enthousiasme pour une discipline, eh bien c'est comme si on se divinisait intellectuellement, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une dévotion totale pour la discipline. On peut passer des heures à l'étudier, etc. Et cet enthousiasme, je vois systématiquement le monde universitaire le castrer avec une régularité d'horloger suisse et ça m'énerve en fait. Parce qu'un jeune, quand il rentre dans le système universitaire, ce qu'il a à vendre, c'est son enthousiasme, c'est sa passion pour la matière. Alors pour moi, c'est totalement criminel de détruire l'enthousiasme des gens. Et justement, c'est en étant hyperdoxe, en étant panaché de orthodoxe, universitaire, etc. Et en même temps, savoir complètement jeter les manuels parce que les manuels vous disent des conneries. Dieu sait que des professeurs d'université peuvent vous dire des conneries. Ce ne sera évidemment pas la majorité des situations. Encore merci, enfin, encore heureux. Mais ça va arriver. Et vous devez être capable de dire le bon élève est un gros idiot parce que être 100% bon élève de nos jours, c'est un signe d'idiotie, réellement. Je suis désolé de le dire, je sais la communauté qui me suit, je sais les parents d'élèves qui me suivent et qui recommandent à leurs enfants de faire de brillantes études et je les comprends, c'est par amour que vous faites cette recommandation. Mais je rappelle vraiment que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a dit « Je dis à mes enfants de ne surtout pas avoir plus de 13/20 de moyenne parce que sinon, ça veut dire qu'ils ont tout misé sur la formation initiale et malheureusement aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des clients que des employeurs. Et on le voit drastiquement avec cette crise majeure
où on a maintenant avec le télétravail même des cadres supérieurs en Angleterre ou ailleurs qui sont en compétition avec des gens qui viennent d'Inde ou qui viennent des Philippines ou qui viennent de Malaisie. Et ils ont beau avoir un diplôme de Cambridge ou d'Harvard, ces mecs-là vont être en compétition dans le marché du travail pour un métier genre Bac+5 avec des gars qui viennent des Philippines ou de l'Inde. Donc aujourd'hui, se mettre tôt à sa passion et trouver tôt son ikigai, c'est un facteur clé de succès qui est beaucoup plus important que dans les années 80, encore plus important que dans les années 60 et 50. Et malheureusement, nous, on a grandi culturellement en croyant qu'il fallait prendre les mêmes décisions pédagogiques, éducatives que dans les années 50 ou 60. Donc, fais des études, sois bien classé et des bonnes notes, tu auras tout de suite un job, tu vas faire carrière. Dans le monde post-2020, croyez-moi que ça va être beaucoup plus spécial que ça. Je ne vais pas dire compliqué, mais spécial. Et si Jack Ma le dit, et si Elon Musk le dit aussi, la capacité à pouvoir être à la fois un bon élève quand c'est nécessaire et un rebelle quand c'est nécessaire aussi, est vraiment celle qui va vous faire dominer le game, être capable d'être un panaché de rebelle et de bon élève. C'est pour moi typiquement le cas de Guillaume Lopez, il se trouve d'ailleurs qu'il a été l'assistant exécutif de Gunther Pauli, et Gunther Pauli lui-même est à la fois un rebelle et un bon élève, et sait quand il faut être l'un et quand il faut être l'autre. Donc on est issu, lui comme moi, de cette tradition d'hyperdoxie. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on va vous parler des écosystèmes et des forêts nourricières. Alors, en particulier, on va vous parler d'une de nos passions communes, les champignons. Ouais, carrément. Voilà. Parce que, alors, on vous recommande d'ailleurs une petite bibliographie pour commencer cette vidéo. Paul Stamets, le grand mycologue, je l'aime beaucoup. On en parlera dans le cours Scanderia, mais ce sera vraiment pour les pros, etc. Et Stamets, la raison pour laquelle on l'aime, c'est qu'il est hyperdoxe, justement. Stamets, il a été autodidacte, mais en même temps, il a déposé des brevets. Donc, c'est un des mycologues les plus médiatiques. Il a fait le Joe Rogan Experience, il est sur Netflix, il a fait des TED qui ont été extrêmement visionnés. Et il a donc aussi déposé des brevets sur l'utilisation de certains champignons, les cordyceps, qui sont, vous savez, ces champignons qui zombifient les fourmis notamment et qui ont inspiré The Last of Us, où ça zombifierait carrément des humains, ce qui n'est pas le cas, et ce qui a priori ne sera jamais le cas, calmez-vous. Mais en fait, Stamets, il a donc breveté une application des cordyceps comme pesticide, ce qui est pesticide non polluant, qui évolue avec l'insecte qu'il doit détruire, donc c'est vraiment brillant. Et en même temps, c'est un mec qui prenait des champis, qui prenait du psyllo, qui a aidé à diffuser l'usage du psyllo en psychiatrie, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plein d'expériences sur l'utilisation du psyllo pour réduire la récidive en sortie de prison, pour réduire la dépression et tout un tas d'autres troubles, même jusque le trouble bipolaire. Donc ce sont des sujets tout à fait sérieux. Et il fait partie de ces gens-là qui sont marquants aujourd'hui parce qu'ils sont hyperdoxe. On va vous parler un peu de ses travaux et puis de ce que Guillaume aime faire avec les champis, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Merci pour franchement cette explication et cette introduction, Idriss. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit, parce que pour moi, en fait, il y a quelque chose aussi qui est fondamental, c'est la mise en application et les manuels. En fait, je pense que pour avoir cet esprit critique sur les manuels, il faut aussi mettre en application ce qu'on apprend, et ça permet en fait de faire un va-et-vient, et des fois de se poser sur est-ce que ce que je fais là, ça a réellement du sens, et en même temps sur à chaque fois qu'on agit, on a l'impression d'agir en faisant entre guillemets le strict nécessaire, c'est-à-dire que moi je vois vraiment la relation que l'homme doit avoir avec la nature comme un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, en fait, sa caractéristique, c'est qu'il comprend la musique, il connaît la musique, il sait comment ça se passe, et avec des petits mouvements, en fait, il arrive à extraire la beauté finalement de tout ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et donc vraiment pour moi, la mise en application, être dans la mise en application, c'est ça aussi qui donne l'esprit critique, de se dire, tiens là ce que j'apprends, c'est décorrélé de la réalité, ça n'a rien à faire là. Et ça, c'est pas un truc que j'ai envie d'investir de l'énergie dedans en fait finalement. Oui, tu avais un grand environnementaliste sud-africain, là pour l'instant son nom m'échappe mais on vous retrouvera le nom dans la vidéo, qui avait fait ça comme observation. Il disait, moi j'ai fait beaucoup de terrain dans la savane, etc. Et aujourd'hui, quand j'ai un petit con qui sort de son master, on l'a totalement formaté pour être un bon élève. Donc il est là, maîtresse, est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait? Et en gros, dès que je lui dis un truc, je lui pose une hypothèse dans la savane. Tiens, imaginons que, est-ce que ce serait possible, par exemple, le fait que les éléphants aient un organe acoustique dans les pattes? Bon, maintenant c'est découvert, c'est confirmé, etc. Mais la chercheuse de Stanford, qui était en dépression nerveuse, qui était une doctorante, quand elle est allée faire cette hypothèse, tout le monde la prenait pour une dingue. Et donc ce type, il dit, maintenant, quand je lance une hypothèse par rapport à l'observation de terrain,
ces petits cons, en fait, ils disent juste « mais c'est publié dans un journal à comité ou pas ?» Voilà. Et bon, tu dis « bah non, puisque c'est de la recherche en train de se faire, donc pour l'instant, c'est pas publié. » Et c'est juste de poser des hypothèses, c'est juste d'avoir des idées qui peuvent être révolutionnaires. Et pour toutes les idées importantes en écosystémique, on a eu ça. Par exemple, l'importance des champignons dans les sols, l'importance des champignons dans la séquestration du carbone, l'importance des champignons dans les échanges de nutriments entre les arbres. C'est complètement fou à l'époque, tu vois, dans les années 60, 70, tu arrives, tu dis le réseau mycellaire permet aux arbres de nourrir les jeunes, etc., de faire des transactions de nutriments. Tu aurais dit, mais t'es complètement fou. Le professeur Smith, s'il t'écoutait, il dirait que t'es complètement dingue. Oui, mais le professeur Smith, écoute, il va mourir, il a une espérance de vie de 70 ans, alors que la nature, elle a une espérance de vie de 4 milliards d'années. Donc on va peut-être plutôt écouter la nature que le professeur Smith. En fait, pour faire le lien avec le sujet qu'on va aborder, pour moi, ce qui est carrément intéressant de voir, c'est que Masanobu Fukuoka, qui est le père fondateur de la philosophie réellement de la permaculture, hein, parce que son livre, alors en japonais, c'est Warai Pon no Kakome, La révolution d'un brin de paille. Et ben, ce livre-là, en fait, il l'a écrit. Et ce qui est intéressant de voir, j'ai lu le livre en japonais. Et en fait, son livre est sorti et il a commencé à être réédité, donc c'est-à-dire à vraiment fonctionner que 20 ans après sa sortie. Ah, c'est fou. Hein. Et donc en fait, lui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était un scientifique. Hein. Il travaillait, il me semble que il travaillait pour, tu sais, dans les aéroports quand tu as des imports de végétaux, etc. Donc il regardait les vaisseaux, xylem, phloème, s'il n'y avait pas des bactéries, si on n'apportait pas des parasites, etc. Et donc lui, en fait, son constat de base, c'est de se balader dans la nature et de se rendre compte qu'en fait, il y a des blés, du riz, qui est sorti des rizières et qui en fait, sur l'épi de blé, on a beaucoup plus de grains, de riz. De grains de riz, voilà. Ouais. Et donc si on remettait ça finalement à l'échelle d'un champ, on aurait un champ qui serait 3 fois plus productif. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait aujourd'hui, le consortium, c'est de dire le riz, ça doit pousser en rizière, parce qu'effectivement, quand il supporte les conditions immergées, et que quand tu immerges la plante, en fait, par effet de coévolution ou de limiter la compétition, en fait, tu vas avoir beaucoup moins d'actions à faire parce qu'il y a plein de plantes qui vont, elles, pas supporter les conditions immergées. On voit ça de toute façon dès qu'on s'intéresse à la permaculture en général, les travaux de Wes Jackson qui s'était intéressé donc aux prairies domestiques. Mais dans la vidéo précédente, alors ça fait presque 1 an je crois maintenant, j'avais parlé donc des écosystèmes comme moyen de production, je vous avais rappelé ce fameux slogan « Si la nature était une banque, ça fait longtemps qu'on l'aurait sauvée ». Avec les travaux de Carlos Nobre, Amazonia 4.0, etc., on a vraiment cette notion qu'un écosystème peut être un moyen de production. Et je voulais revenir en fait sur les forêts primaires, en particulier en Europe, là, les forêts auxquelles on est habitué, qui sont déjà des expériences esthétiques. Il y avait des sondages qui étaient sortis qui rappelaient que l'activité préférée des Français en famille, c'était la balade en forêt. Alors oui, évidemment, c'est gratuit, mais c'est aussi une activité très agréable, qui est bonne pour la santé, etc. Et puis qui est éducative, pédagogique. On peut faire plein d'enseignements. Dans notre cours en ligne, on vous parlera du pivert, par exemple, qui a la langue du pivert lui permet d'amortir les chocs, elle s'enroule à l'intérieur de son crâne autour de son cerveau, c'est un truc de dingue. Ah, ça, c'est des trucs pédagogiques que si vous êtes parents, vous pouvez expliquer à vos enfants quand ils entendent un pivert, toute la magie d'entendre un pivert dans la forêt, puis de le voir ensuite, de l'identifier, de le voir. Puis dire voilà, le pivert, voilà, il a un système de protection remarquable parce qu'il passe sa journée à faire un marteau-piqueur sur le bois. Mais une forêt comme moyen de production en Europe, ça changerait les paysages, bien évidemment. Vous imaginez, quand on voit la France du ciel, on voit tous ces champs, etc., ce patchwork, et ça, c'est post-industriel, c'est récent. La France ne ressemblait pas à ça si on l'avait vu du ciel, par exemple, du temps des Montgolfiers, dans l'Ancien Régime, mais même au début du 19e siècle. Et on pourrait envisager d'avoir des forêts qui seraient des moyens de production qui rapporteraient énormément. Et un des sujets sur lesquels travaille Guillaume, ce serait comment, en fait, avec 1 hectare, on pourrait rapporter un revenu de 100 000 euros par an à une seule personne, ou peut-être un peu plus avec des saisonniers supplémentaires, mais même disons, comment 1 hectare pourrait rapporter 100 000 balles par an à une famille, par exemple. Et là, pareil, je dis, non, mais c'est n'importe quoi, personne ne t'apprendra ça en agro. 1 hectare, c'est une monoculture, blé, betterave, ou ce que tu veux, tournesol, colza, mais tu t'en sortiras qu'avec les subventions de la politique agricole commune. L'idée que tu puisses faire 100 000 balles par an avec un hectare, c'est du délire complet. Oublions ça, j'ai pas de temps à perdre. Et c'est le problème, en fait. Les révolutions interviennent par changement de paradigme.
un changement de paradigme en matière agricole, ça changerait la face non seulement de la France, mais du monde. Des changements de paradigme agricole, il y en a eu plein dans l'histoire, depuis la culture en terrasse jusqu'à la simple invention de l'agriculture, après tout, mais la polyculture et la perma, on va y revenir. Mais, comme disait Jaime Lerner, le maire de Curitiba, la créativité, ça commence quand on enlève un zéro à son budget, et le génie, ça commence quand on enlève 2 zéros à son budget. Et bien en fait, je peux vous dire exactement la même chose, c'est-à-dire que la créativité, ça commence quand on rajoute un zéro à ses revenus, on se dit à ses cibles de revenus, en se disant voilà, avec ces ressources, je vais faire 10 fois plus que ce qui est écrit dans les manuels de l'agro, etc. Les manuels bien stérilisés, bien ossifiés intellectuellement, bien revus par les pairs pour être sûr qu'ils pensent tous pareil et que personne n'aura une idée divergente. Vous savez, il y a un proverbe japonais qui dit « le clou qui dépasse se prendra des coups de marteau sur la tête » et les Chinois disent « le blé qui dépasse se fera couper ». Eh bien, c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire la revue par les pairs, évidemment, dès que tu as la tête qui dépasse, tu peux être sûr que tu vas te la faire trancher, mais rajouter un zéro à ces expectations de revenus pour une ressource donnée et rajouter 2 zéros à ces expectations de revenus pour une ressource donnée, ça devient du génie. Bah, faisons en fait cette expérience là tout de suite pour 1 hectare de terrain. Comment faire en sorte d'avoir 100 000 euros de revenus avec ? Ouais, donc effectivement, on peut se poser cette question-là de comment est-ce qu'on pourrait faire en fait pour produire plus sur une surface qui serait réduite, parce qu'on est sur un paradigme aujourd'hui où on a des gens qui essaient de faire un retour à la terre. On a des périodes, des fluctuations dans nos populations. On a eu l'exode rural et je pense que là, on va arriver sur une période d'exode urbain. Et donc, je pense que voilà, les gens n'ont pas forcément le budget d'acheter 200 hectares comme c'était le cas pour les céréaliers, et en même temps il y a ce désir de revivre proche de la terre avec des choses plus simples, parce qu'en plus on voit également que l'agriculture bio c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sain pour la santé. Il faut rappeler quand même que l'agriculture bio, vous pouvez quand même détruire votre sol, vous pouvez quand même utiliser de la bouillie bordelaise qui est une substance cuivrée qui va détruire les champignons et la vie du sol. Donc en fait il y a aussi une qualité d'aliments qu'aujourd'hui, peu importe vos moyens financiers, vous ne pourrez pas trouver si vous n'avez pas soit un contact qui l'a fait de cette manière-là, soit si vous le faites vous-même. Vous avez des gens qui ont envie que leurs enfants grandissent dans un environnement avec beaucoup plus d'interaction avec le monde vivant, qui découvrent, qu'ils aient la curiosité. Et puis, vous avez envie aussi qu'ils mangent des bons produits, qui ne soient pas pollués par toutes ces choses qu'on a dans le monde moderne aujourd'hui. Et donc, il y a ce réel engouement vers la campagne. Simplement, effectivement, comme je le disais, tout le monde n'a pas le budget d'acheter 200 hectares de terre et de se lancer d'un coup comme ça dans l'agriculture. Oui, et puis tu as vu, en matière d'exode urbain, tu as déjà maintenant des pays qui proposent aux digital nomades de s'installer dans leur village, etc. Bon, moi, je reste un patriote souverainiste et je m'intéresse aussi bien d'ailleurs au souverainisme de gauche que de droite, tu vois, avec Alexis Poulain côté gauche, Régis de Castelnau côté gauche, et puis des gens comme Pierre-Yves Rougeron ou Philippe Murer côté plutôt droite, même si c'est plus subtil que ça. Et en fait, on pourrait avoir un exode urbain qui serait encouragé aujourd'hui avec la digitalisation des biens et des services. Bien sûr, ça aurait nécessité d'avoir moins de déserts médicaux, mais ce n'étaient pas des problèmes qui étaient difficiles en soi à résoudre. On aurait pu, et ça aurait d'ailleurs limité évidemment l'inflation immobilière dans les grandes villes. Regarde, là on tourne à Paris, les cages à lapins à la con que tu payes 900 € par mois. Les gens qui ont vécu le confinement, on a bien vu que les maisons de campagne se sont vendues dans tous les sens. Et celles qui ne partaient pas depuis 5 ans, elles sont parties en 5 mois avec le confinement. Et en fait, ça, c'est une opportunité réelle de créer un mode de vie sain, agréable, avec beaucoup d'espace et d'avoir tous les services que tu aurais en ville. En plus, avec les livraisons par drone, les réseaux locaux où tu pourrais avoir du direct producteur. Tu le vois en Suisse, ils font même des congélateurs communs. Donc, tu peux acheter ta viande, genre, allez, boum, un demi-bœuf. Il y a un congélateur commun, la commune le met à disposition. Comme ça encourage le vivre ensemble. Les gens se rencontrent autour du morceau de barbac, comme ça se faisait dans le temps, tu vois. Et en même temps, tu aurais un niveau d'éducation excellent, un niveau d'opportunité excellent avec le télétravail, avec l'éducation en ligne. Ça, c'est quelque chose qui pourrait complètement redynamiser la France, la décentraliser et lui donner un avenir sociologique complètement nouveau. Et en plus, selon moi, même géopolitique, puisque une nation qui arrivera à faire une offre de modus vivendi, en fait, qui arrivera à montrer que ses habitants vivent en harmonie avec la nature et en même temps qu'elle a un niveau de vie très élevé, va être le modèle à suivre dans tout le XXIe siècle. Donc,
c'est pas juste comme ça pour vous parler des forêts nourricières qu'on fait cette vidéo, on veut faire zoom des zooms, on va aller jusqu'au détail des poules en forêt, etc. Mais en même temps, vous dire en fait, un pays qui arriverait à faire ça, à mieux distribuer sa population sur son territoire, à repeupler ces zones rurales, aurait un impact géopolitique majeur parce que beaucoup de pays voudraient limiter, voir comment son modus vivendi fonctionne, voir comment sa finance locale fonctionne, etc. Et je pense que ça serait notre génération qui est très intéressée par le retour à la Terre et qui arrive avec des diplômes, etc., ou un niveau éducatif soit autodidacte, soit académique très élevé, et qui veut revisiter la Terre autrement que comme la Terre d'après-guerre, motivée par la politique de volume de la politique agricole commune. Il faut quand même se dire qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'agriculteur qui balançait son lait sur les autoroutes. Ça, c'est une conséquence de la suradministration agricole à l'échelle européenne, où on se retrouve à uniquement avoir une politique limite de plan quinquennal au volume, qui fait qu'à des moments, on a des gluts, on n'a pas le droit de les transformer. Donc gluts, c'est quand vous avez trop de produits, surproduction. Pas le droit de les transformer sur place, comme on faisait au Moyen-Âge. Quand on avait par chance une surproduction, on la transformait sur place. C'était le modèle agricole abbatial. Et je termine là-dessus, avant de te rendre la parole, Guillaume. Le modèle agricole abbatial, en fait, c'était ça avec, ajouté à ça, l'éducation. C'est-à-dire que les abbayes étaient des machines à cash au Moyen-Âge, des lieux de transformation très sages et très avancés de la terre, avec des productions à extrêmement forte valeur ajoutée, avec le début des AOC, etc., Clairvaux pour le champagne, Cîteaux pour le vin de Bourgogne, etc., puis les abbayes trappistes pour les bières belges, avec les levures naturelles, les bières lambiques, où ils ouvrent les trappes comme ça, c'est un truc de dingue. Enfin, ils ont la saison pour faire tomber les bonnes levures indigènes dans la bière. Et puis, on avait tout un tas d'autres productions, le papier, le fromage, etc. Et donc, je rappelle juste que les abbayes étaient aussi des lieux d'administration financière. Elles pouvaient prêter de l'argent, donc elles jouaient un rôle de banque aussi, et elles jouaient bien entendu un rôle d'école. Donc en fait, on allait dans les abbayes, c'est pour ça que j'adore ce modèle économique, on allait du primaire au tertiaire en fait. On allait du primaire pur, les matières premières, etc., au tertiaire, des services, de l'administration, et tout était intégré sur le même site. Et ce genre de modèle-là, en fait, les écosystèmes nourriciers pourraient tout à fait nous y ramener avec l'informatique qu'on a maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les livraisons par drone, où demain vous pourriez avoir un rayon de livraison de 60 km sans aucun problème pour votre bouffe. Et donc vous pourriez faire de la vente directe, un agriculteur aurait énormément d'options comme ça. C'est vraiment ça qui nous fascine en fait et qui nous enthousiasme, qui crée notre divinité intérieure pour les écosystèmes nourriciers. Mais c'est exactement ce qui m'enthousiasme, Idriss. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aimerais concevoir et j'aimerais que de plus en plus de gens conçoivent le monde de demain. Hein. J'aimerais vraiment qu'on fasse cet effet de bascule, qu'il y ait de plus en plus de gens qui conçoivent l'avenir comme ça et qu'on crée en fait cet avenir tous, chacun on ne peut pas agir sur le macrocosme, on peut tous agir sur notre microcosme et à force, ça va devenir le paradigme, ça va devenir ce que tout le monde pensera comme étant ce qui doit être fait. Et pour revenir un peu sur la PAC, parce que la PAC c'est quand même un gros géant de tout ce qui se passe dans l'agriculture et dans la manière dont on produit les choses aujourd'hui, une des problématiques de la PAC c'est qu'en fait elle décorrèle la demande du consommateur et la production du producteur. Bah non mais c'est limite communiste la PAC. Enfin, c'est un plan quinquennal fondamentalement, même si elle n'est pas quinquennale, encore que des fois ça se discute. Mais c'est une économie planifiée, totale, qui ne marche pas, qui crée des paysans qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, qui fait que tu es obligé d'avoir de très gros volumes et de faire de la monoproduction. Même si tu voulais, toi, changer ton modèle, tu ne pourrais plus. Et donc, tu verras aucun permaculteur subventionné par la PAC in the first place. Et alors, j'ai fait un bac agricole à l'origine, donc j'ai des connaissances, pas mal de connaissances, des gens que je côtoie qui sont dans le monde agricole. Et il y en a certains qui sont plutôt hostiles à la permaculture. Évidemment, parce qu'on leur a vendu ça comme un truc de hippie. D'où vient cette hostilité? C'est que la façon dont on a présenté la perma, c'est un truc de joyeux fumeurs de joints débiles, qui en fait en plus sont juste des bobos urbains qui viennent gratter le ventre des chèvres le week-end pour s'amuser, mais qui n'ont rien compris aux réalités de la terre. Donc je comprends bien que la permaculture, elle n'est pas bonne presse, alors qu'en fait, c'est un avenir technologique majeur. Puis il y en a plein des méthodes de permaculture, mais technologiquement, pouvoir domestiquer des écosystèmes entiers. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'un meuble, par exemple, qui n'a qu'un seul pied, il n'est pas stable. Un meuble qui a 2 pieds, il n'est pas beaucoup plus stable. Un meuble qui a 3 pieds, il commence un petit peu. À 4 pieds, il est stable. Bah, les pieds, c'est les sources de revenus. Ouais, si ta seule source de revenus, c'est ton salaire,
tu es à un pied de la pauvreté. Tu es à un pied de tu ne pourras pas rembourser ton crédit. S'il y a une erreur, s'il y a une connerie qui arrive, tu es viré, tu es malade, n'importe quoi, boum, ta seule source de revenus disparaît. Si une terre, elle n'a qu'une seule source de revenus et que pas de bol, cette année-là, le colza, il se pète la gueule, tu l'as dans l'os. Et donc, avoir un écosystème qui t'offre de multiples sources de revenus sur des échelles de temps différentes, avec du stockage différent. Si par exemple c'est du bois, évidemment, tu vas pouvoir le stocker différent. Attendre, si c'est du lait, tu ne peux pas attendre, merde, cette année, le lait, je vais le vendre à un prix ridicule. Bah, tu ne pourras pas attendre, sauf si tu le transformes sur place, mais ce n'est pas encouragé, voire parfois c'est même interdit. Donc revisitons ça, quoi. Ouais, et puis moi, comment je vois les choses, forcément, voilà, j'ai voyagé au Japon, j'ai une ouverture culturelle sur le monde, etc. Donc pour moi, c'est important de garder un côté globalisé, mais par contre, pour moi, je vois les choses aussi de manière biologique. Et biologiquement, en fait, la cellule doit aussi être indépendante avant de pouvoir donner un collectif à l'organisme. Et l'écosystème a un certain niveau d'indépendance, même s'il échange avec le monde entier. C'est ça. Donc, en fait, on ne peut pas concevoir un système qui soit uniquement globalisé sans prévoir des unités de résilience. Et donc, typiquement, quand tu as une ferme de 200 hectares, c'est pas gérable, quoi. C'est gérable si tu as une anticipation aussi des volumes que tu as. Enfin, les volumes, tu les as, mais encore après, tu sais que comme tu détruis ta terre, au bout d'un moment, tes rentabilités, tu vas avoir des rendements décroissants. Et puis, bon, bah, tu n'es pas à l'abri d'une modification du prix des matières premières qui ne sera pas à ton avantage. Et là aussi, ta capacité de stockage étant limitée. Alors essayons de voir maintenant évidemment un autre modèle. Donc imaginons une forêt, on va commencer par des chênes, une forêt de chênes sur 1 hectare, où là déjà tu peux cultiver de la volaille. Alors élever de la volaille, c'est intéressant parce que le coq, donc, qui est le symbole de la France, symbole non officiel de la France, en fait c'est un gallinacé d'Asie du Sud-Est. Et la domestication de ces volailles-là intervient en Asie du Sud-Est, je crois que c'est au 7e ou 9e millénaire avant Jésus-Christ. Et ce sont donc des animaux qui sont parfaitement adaptés au sous-bois. Et oui, parce que leurs prédateurs, ils ne volent plus, leurs prédateurs, c'est les faucons, c'est les oiseaux de proie, etc. Donc, une volaille, fondamentalement, elle n'aime pas être élevée en plein air, en fait. C'est ça le truc assez rigolo. Alors, évidemment, une forêt, c'est du plein air. Mais nous, quand on envisage une volaille, on imagine une prairie, en fait. La prairie, ce n'est pas du tout l'écosystème naturel des coqs et des poules. Mais donc, vous avez une forêt, là, et vous avez des chênes qui vont produire des glands. Je sais que les glands, par exemple, pour nourrir des porcs, on sait bien que la pata negra en Espagne, etc., c'est la meilleure nourriture possible pour un porc. Mais il se trouve que c'est aussi une très bonne nourriture possible pour les poules. Par contre, il faut les broyer. Bon, voilà, c'est un petit effort supplémentaire à réaliser, mais il faut les broyer. Donc vous avez une unité là de terrain avec des chênes. Alors imaginons que vous avez acquis une forêt avec des chênes déjà. Autrement, on pourrait envisager d'autres plans où vous partez d'un terrain qui est vierge et où vous commencez à planter des arbres et à leur ombre, vous allez produire d'autres produits. À l'ombre des chênes, vous pouvez produire des myrtilles. Les myrtilles, c'est plutôt du sous-bois que les bleuets, les blueberries. La différence, c'est que quand vous les écrasez, les bleuets, c'est vert à l'intérieur, les myrtilles, c'est bien bleu. Et donc, en sous-bois, vous pouvez produire des champignons. Déjà, on va commencer par ça. Vous allez pouvoir récolter des champignons et faire en sorte que vos arbres soient mycorhizés. Ça tombe bien, les chênes se mycorhizent très facilement. Et donc, vous allez pouvoir avoir une certaine production de cèpes, la contrôler, etc. Mais sur le même site, donc, vous pouvez aussi élever des chèvres. Oui, les chèvres adorent être en sous-bois, en fait. Et elles vont se nourrir des glands, tout pareil. Donc, pour elles, les glands, c'est du caviar. Et soit vous les broyez pour les poules, soit les chèvres vont s'en charger, puis vous allez voir ensuite ce qu'il faudra complémenter pour les poules. Donc vous avez sur 1 hectare chèvres, poules, champignons. Comment on peut aller encore plus loin? Bah écoute, juste rajouter que effectivement, quand on regarde une poule, comment est-ce qu'elle vit, elle gratte souvent la litière et donc elle va chercher les insectes, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de parasites de nos fruits et de nos légumes en fait, qui ont une phase larvaire qui est dans le sol. Donc le fait d'avoir des poules, en fait, la poule va interrompre le cycle d'évolution de ces parasites-là, parce qu'elle va venir chercher la larve directement dans le sol et donc s'en nourrir. Donc déjà, vous faites d'un problème une solution, vous faites d'un déchet, entre guillemets, parce que bon, c'est pas en fait, vraiment, en tout cas, on va dire d'un passif. Parce que ça aurait nécessité des produits phytosanitaires, etc. C'est du passif, t'en fais un actif. Exactement, voilà. Et puis ensuite, effectivement, donc les chênes, on va les mycorhizer. Enfin,
ils vont se mycorhizer plus ou moins Mais naturellement. on peut les mycorhizer aussi soi-même. Il y a des instituts agronomiques qui le font, Exact. qui proposent des chênes déjà mycorhisés qu'on peut implanter. En sachant aussi, alors corrige-moi si je me trompe, la truffe blanche, c'est quelle base mycorhizienne? C'est des châtaigniers ou c'est, je sais plus. Alors, dans les truffes, en fait, tu vas avoir du noisetier, du chêne vert. Voilà, du chêne vert. Donc il y a des quercus dedans. Ouais. Oui, bien sûr. Donc voilà, tu peux envisager même, allez soyons fous, d'acheter, d'acquérir ou d'échanger par un réseau social entre paysans, entre permaculteurs, d'acquérir des pieds de quercus qui sont mycorhizés. Mais ça, on ne s'arrête pas là. Le chêne, on peut le travailler, oui, pardon. Ouais, ben justement, effectivement, on peut le travailler, le chêne, on peut en faire des trognes. Donc, effectivement, on pourrait en fait couper la tête du chêne. Et ensuite, ça va faire des rejets. Admettons que ces rejets-là, on les laisse pousser pendant 5 ans. On peut en faire de la charpente, on peut en faire du bois de chauffage, on peut en faire du charbon de bois, etc. Mais on peut aussi récupérer ces rondins et faire des shiitake, par exemple, qui sont des champignons qui ont de plus en plus le vent en poupe, avec tout un et qui se vendent 15 balles le kilo sec. Plus, ouais. Sec, ah oui, sec, beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais. Oui, 30 sec, balles. Entre 50 et 200 euros le kilo. Voilà, donc ok, je résume. Vous avez les chèvres, vous avez les poules, vous avez la possibilité d'avoir, de façon saisonnière bien sûr, mais rien ne vous empêche de transformer sur place. Mettre en bocaux, dessécher, que sais-je. Bon. Vous avez champignons, et il n'y aurait pas que les cèpes, vous avez des coulmelles, etc. Bon, très bien. C'est votre terrain, hein. C'est pas genre il y a des promeneurs qui vont se balader, vous piquer votre récolte. C'est votre terrain, c'est 1 hectare de forêt avec cèpes, coulmelles et tout le bazar. Vous avez donc les chênes, alors les trognes, arrêtons-nous là-dessus 2 minutes. Au Moyen-Âge, on faisait ça. Donc on préparait les treilles, on préparait les arbres pour qu'ils aient en fait, qu'ils puissent produire des poutres sans qu'on les coupe. Donc vous pouviez comme ça produire des arcs, alors vous avez avec les ifs notamment. Pendant longtemps, il y avait une légende urbaine qui disait que fuck you, c'était pluck you, parce que en fait les archers de la guerre de 100 ans auraient pris pluck, enlevé de la terre une flèche en if. Il s'est avéré que ça c'était apocryphe, c'est pas réel, mais you c'est l'if, et avec l'if on peut faire des trucs, notamment des arcs. Mais au Moyen-Âge, donc, on savait travailler les arbres pour pouvoir produire des poutres ou des éléments d'arc sans avoir à les couper complètement. Et au Japon, on le faisait aussi, ça s'appelait le daisugi. Le daisugi, donc c'était la préparation des arbres pour qu'ils fassent comme ça pousser des branches qui vont s'épaissir et qui serviront de poutre et qu'on n'ait pas à couper tout l'arbre. En plus, il y avait tout le côté animiste qu'on fait une pagode avec une poutre issue d'un arbre qui est encore en vie, donc il y avait toute la bénédiction du temple, etc. On savait le faire au Moyen-Âge, ça aussi, on pourrait le reprendre, et ce qui fait que vous pourriez avoir du bois de chêne sans avoir à couper l'arbre. Donc avec un mode de récolte, vous pouvez faire un business plan où tel arbre, disons telle poutre, elle met 5 ans à couper, vous avez tant d'arbres sur votre hectare et vous allez pouvoir produire tant de poutres régulièrement, tous les ans, tous les trimestres. Ça évidemment, ça se met en business model. Mais avec le bois mort, avec le bois qui ne serait pas utilisable pour faire des poutres, vous allez pouvoir cultiver des champignons. Et ajouter à ça bien sûr que la fiente de poule va contribuer à l'écosystème, hein, aussi bien sur la production de vos myrtilles, on les avait oubliées celles-là, et puis vos chèvres, après tout, hein, rien ne vous empêche de récolter leur laine, d'avoir du cachemire, j'exagère un peu là, mais j'angélise un peu, mais il n'y a pas que le lait, il n'y a pas que la viande, vous pouvez aussi avec les chèvres, bien sûr, récolter leur laine qui est très prisée, et là aussi trouver une autre source de revenus sur la même unité de terrain. Donc je résume, vous avez des poules, des chèvres, des myrtilles, des champignons spontanés mycorhizés comme les cèpes, les coulmelles ou les truffes éventuellement si vous êtes ambitieux, et il faut être ambitieux, c'est bien ça toute l'idée, mais vous avez aussi des champignons dont vous pouvez parfaitement contrôler la production, à savoir shiitake, maïetake, ganoderma, pleurote, qui seront issus donc du bois de votre forêt, mais aussi en fait du marc de café que vous vivez à côté, voire vous vivez dans la forêt, et vous avez du marc de café que vous pouvez récupérer, des ordures, etc. Et donc joyeusement, vous allez les utiliser pour faire ces champignons. Je vais aller un peu plus loin encore, Idriss. Vas-y, là le but c'est de faire ça, quoi. Parce que alors en fait, il y a une manière encore mieux de valoriser tes shiitake. C'est-à-dire que en fait, les shiitake, donc c'est des champignons qui ont des propriétés médicinales. Aujourd'hui, on en fait pousser. On va vous vendre des shiitake made in Germany, made in Europe, made in France, peu importe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, bien souvent, on importe du substrat de Chine. Ouais. Donc en fait, on te vend un produit qui est made in France parce qu'il a effectivement poussé en France, mais le substrat vient de Chine. Et biologiquement parlant, en fait, si le substrat vient de Chine, ça veut dire que tu t'es chopé toute la pollution de Pékin. Parce bien sûr.
Les champignons sont des accumulateurs de substances comme ça toxiques, les métaux lourds, les particules radioactives et tous les polluants de l'air. Mais donc, toi, tu fais ta forêt de chêne, tu as tes chênes, tu as tes morceaux de bois en chêne. Et le chêne, en fait, c'est une espèce de bois qui est très tannique. Hein, on le sait pour le vin, on utilise ça pour c'est de là que vient le mot tanin, parce que tanne, pour les gallo-romains, ça voulait dire chêne. Voilà, exactement. Et donc, c'est une espèce de bois qui est très tannique. Et les tanins, en fait, ce sont des polyphénols. Et les polyphénols, on sait qu'il y a beaucoup de polyphénols qui ont des propriétés médicinales. Hein. On connaît le resveratrol du vin, on connaît la curcumine, on connaît plein de polyphénols comme ça qui ont des vertus santé très importantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le champignon, en fait, il produit des sucres qui vont encapsuler, qui vont faire un petit peu effet d'échafaudage pour ces polyphénols-là. Et notamment avec la chitine. Et oui, alors la chitine, c'est autre chose. C'est un polysaccharide en tout cas. C'est un polysaccharide, ouais. Mais oui, effectivement, c'est pas dans la chitine que le champignon va encapsuler. C'est aussi des polysaccharides. Ouais. C'est aussi des polysaccharides qui encapsulent ces phénols-là. Okay. Et en fait, le champignon bénéficie d'avoir poussé sur un substrat qui est déjà phénolé. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir des propriétés médicinales qui vont être décuplées, beaucoup plus présentes dans un champignon qui a poussé sur un substrat phénolé. Donc capacité à faire des tisanes, de toute façon avec ton chêne, etc., l'écorce ou autre, tu peux vendre des tisanes, tu peux vendre des breuvages. Et si on veut continuer dans les boissons, rien n'empêche la forêt d'être une monoculture de chêne, puisqu'après tout on parle bien entendu, rien n'oblige la forêt à être une monoculture de chêne. On parle de permaculture, on parle de domestication d'écosystèmes. Si vous avez des pins, par exemple, avec les bourgeons de pin, on peut faire du kombucha, on peut faire des infusions, on peut même faire de la bière, en fait. Les Québécois ont survécu, donc les premiers colons québécois d'origine vendéenne essentiellement, ont survécu aux premiers hivers avec de la bière d'épinette. C'est le nom québécois. Donc la bière d'épinette, c'est une bière faite avec des bourgeons de sapin. Et elle est très riche en vitamine C. C'était une des façons de se protéger du scorbut, en fait. Quand on n'avait pas d'orange, etc., eh bien, on buvait de la bière d'épinette, qui était une façon de purifier l'eau. Parce qu'évidemment, la fermentation, c'était une façon de garantir que l'eau ne soit pas infectée. Et en même temps, c'était une source de vitamine C et c'était très agréable à boire. Eh ben, rien ne vous empêche de faire une production de bière d'épinette sur votre site. Puis on a oublié les ruches, à part ça. Oui, voilà, rien ne vous empêche de rajouter des ruches à tout ce beau monde. Stratégiquement placées, ça peut servir aussi d'avoir un effet d'enclos pour vos chèvres, etc. Donc voilà, si vous ajoutez des châtaignes ou d'autres arbres, on est bien. J'avais parlé des châtaignes parce qu'il faut quand même voir que les châtaignes, à un moment donné, c'était considéré comme le pain du pauvre. Hein. Ouais, tout à fait, la farine de châtaigne. Ouais. C'était très difficile d'avoir finalement de la châtaigne, il fallait maîtriser le processus de fermentation, il fallait battre le blé, etc. Et donc la châtaigne, c'était le pain du pauvre. Et pour se prémunir contre les famines, en fait, on sélectionnait, on créait des peuplements châtaigniers en France, notamment en Ardèche, etc. Tout à fait, ouais. La châtaigne d'Ardèche, ouais, non, mais c'est ça qui est marquant, c'est qu'avant c'était une stratégie de survie, mais tu as plein de repas comme ça qui étaient associés à des plats du pauvre comme la polenta en Italie, ou le homard. Donc on oublie que le homard c'est de la hype, enfin, c'est bon, c'est agréable à manger, mais c'est de la hype dans le sens où, deuxième moitié du 19e siècle, le homard était un plat pour les pauvres. Et en fait, à Boston, et aussi bien en Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, et dans toutes ces zones-là de la côte Est, eh bien, il y avait des clauses pour le personnel de maison, pas plus de 3 fois du homard par semaine, sinon c'est de la maltraitance. Et dans les prisons, il y avait aussi ne pas donner du homard aux prisonniers trop souvent, parce que c'est de la maltraitance, c'est une sorte de cafard de mer, et ce sont des marketeurs, hein, des hôteliers qui ont marketé le homard, notamment à l'intérieur des terres, dans le Kansas, le Midwest, etc., en disant que c'était un plat pour les riches, et ça en a fait une mode. Donc, on peut remarketer les trucs qui sont associés en fait à la pauvreté. D'ailleurs, le caviar l'a été dans l'Antiquité. Hein. Le caviar, c'était vraiment ce que les pêcheurs gardaient. Les nobles autour de la mer Caspienne, ils voulaient manger la chair de l'esturgeon. Les œufs d'esturgeon, c'était vraiment ce que les pêcheurs gardaient pour eux. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut totalement rebrander des trucs qui sont considérés comme n'ayant pas de valeur, et puis évidemment en faire quelque chose qui se vend bien. Et comme là, on parle du cas français, rien ne vous empêche de rajouter à vos poules et à vos chèvres, des porcs bien entendu. Tout ça, ça va les protéger des renards, vos poules, parce que bon, si vous avez votre hectare de forêt, etc., vos poules resteront exposées aux renards. Chèvres plus porcs, là, ça va les protéger et ça va faire d'un problème, ça va, disons, dissiper un problème. Donc là, vous voyez,
une unité de production, une multiple source de revenus, c'est l'opposé absolu de ce qu'on enseigne en lycée agricole, c'est l'opposé absolu de ce qu'on enseigne dans les instituts agronomiques. C'est pour ça qu'il faut être hyperdoxe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a évidemment pas de connaissances à prendre de ces instituts. On vous en a parlé notamment pour la mycorhisation et pour tout un tas d'autres travaux. D'ailleurs, ce sont certains instituts agronomiques qui ont produit les premiers travaux sur la permaculture. Donc, ne faisons pas une opposition systémique au monde académique, mais il faut être hyperdoxe. Il faut être capable de leur dire ça, je prends, c'est brillant, un peu comme Bruce Lee. Je prends le jeu de jambes de Mohamed Ali, je prends tel autre truc, et ce qui ne fait plus aucun sens dans le kung-fu, je l'enlève parce que c'est mort, c'est juste une tradition préservée pour rien. J'appelle ça dans mes travaux la guild shit, la bullshit de guild. Eh bien, être capable d'aller enlever ce qui ne sert plus à rien et de prendre ce qui est nouveau, c'est ça, être hyperdoxe. Et en étant un tout petit peu hyperdoxe, on pourrait avoir des écosystèmes de production. Imaginez le paradis du truc. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez, avec les pains, bière d'épinette, vous pouvez aussi faire de la confiture de sapin. C'est tout à fait délicieux. Vous avez vos châtaigniers, vous avez vos chênes. Avec vos chênes, vous pouvez vendre des tisanes et vous pouvez donc vous avez des glands qui vont nourrir aussi bien vos chèvres que vos porcs que vos poules. Les poules, avec leur fiente et tout le bétail de toute façon, vont enrichir le sol. Vous allez avoir des champignons, soit saisonniers avec des récoltes à la saison, donc cèpes, coulmelles, truffes, soit des champignons dont vous pouvez parfaitement contrôler la production, shiitake, maïtake, ganoderma, pleurote, ou si vous êtes plus taquin, psyllo. Hein. Et puis, voilà, enfin, est-ce que j'en oublie là, sur tout ce qu'on a vu? Bah, en fait, c'est déjà pas mal. On peut mettre aussi du bouleau. Bon, oui, du bouleau, donc l'eau de bouleau. Hein, voilà, ouais, l'eau de bouleau, puis le mycélium, parce que le bouleau aussi se mycorhize. Et donc l'eau de bouleau, ça se vend aujourd'hui dans les supermarchés, 3 balles la briquette d'un demi-litre. Et c'est effectivement une boisson viking traditionnelle avec tout un tas de vertus, riche en xylitol, etc. Donc, ah oui, on oubliait le miel, voilà, tu as tes ruches aussi, donc toujours sur la même surface. On voulait rester sur le fait qu'il y a une surface et on veut qu'elle fasse du 100 000 balles par an. Bon. Eh bien oui, en monoculture, c'est pas possible. Voilà. Mais en polyculture et en écosystème domestiqué, c'est possible. Et donc, en mélangeant en plus peut-être les différents et en transformant sur place, bien sûr, éventuellement, je sais pas, jambon au miel par exemple, hein. C'est mon miel, voilà, ou jambon à la confiture de pain, poulet, jambon de poulet pour nos amis juifs et musulmans, pareil, au miel, ça en l'occurrence c'est cachère, il n'y a pas de problème, c'est pas comme si vous mélangiez un produit laitier et de la viande. Donc ces choses-là sont possibles. Et pour les véganes, boum, confiture de sapin, et bien entendu champignons, en veux-tu en voilà, avec des champignons qui peuvent s'importer aussi, comme celui qui a un goût de homard justement, là j'ai oublié son nom. Lion's Mane. Voilà, Lion's Mane, c'est celui-là. Ouais. Je sais plus quoi. Et lui, alors il est de quelle origine celui-là au départ? Scandinave. Ah, il est européen. Ouais, okay. Ouais, il est scandinave. Donc voilà, il est européen et il a un goût délicieux de homard quand on le fait sauter dans du beurre ou dans de il l'huile. maximise la neurogénèse, donc ça régénère vos neurones. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu, c'est celui-là, d'accord. Ouais, merveilleux. Donc vous voyez, complément alimentaire, tac tac, mais ça nécessite d'être fondamentalement hyperdoxe. Et avoir ces écosystèmes de production, ça pourrait changer le visage de la France. Je t'en sors deux de plus vite. Dis-moi, fais-moi plaisir. Fais-moi rêver, vends-moi du rêve. Le saut de Salomon, donc c'est en fait une plante de la famille des asperges. Et donc, comme les asperges, en fait, tu récupères. Alors les Japonais qui sont dans un écosystème très montagneux, en fait, ils appellent ça les légumes de montagne, des montagnes, pardon. Et donc, dans ça, tu as des pousses de fougères, récoltent aussi en Corée. Ah oui, ça se mange, les pousses de fougères. Alors, en France, non, parce qu'on n'a pas la variété qui serait... Il y a des variétés qui se mangent. Ah oui, en France aussi ? Il faut cueillir suffisamment tôt, etc. Mais il y a des variétés qui se mangent. Et c'est très bon, avec du riz et tout, mais même les orties, en fait. Si vous avez des orties dans le sous-bois, les orties, maintenant, enfin, dans les supermarchés Bobo en Italie, le risotto d'orties, la dose comme ça, de 400 grammes, elle va vous être vendue 8 balles. Donc, tout à fait envisageable, ça aussi. Le pesto d'ail des ours. Ouais, pesto d'ail des ours, c'est délicieux. Ça, pesto d'ortie et d'ail des ours, voilà. Et donc, ce fameux saut de Salomon fait partie de la famille des asperges. Donc, comme les asperges, quand la pousse sort, on coupe les pousses, on les met à la vapeur et hop, terminé, quoi. Ouais, c'est ça qui est mortel, c'est que dès qu'on réfléchit en écosystème, tu vois, tout ce que tu peux faire, tu as évidemment les marguerites, etc., qui se mangent aussi. Et la question, c'est de comment les marketer. Tout ça, ça nécessite un bout de chaîne qui est, vous savez, les programmes de lycée agricole, les programmes d'instituts agronomiques, ils ont été faits
essentiellement avant Internet. Donc les canaux de vente, les tunnels de vente, la vente directe, la livraison par drone, tous ces trucs-là, c'était complètement inenvisageable. Et ça change complètement la donne aussi, parce que la capacité à pouvoir d'abord créer une marque avec votre terrain ou créer une coopérative de terrain, parce qu'avec un hectare, il faut quand même être le roi du pétrole pour créer sa marque. C'est possible, hein. Si vous êtes un youtubeur connu et tout, c'est tout à fait envisageable. Mais on ne va pas demander à chaque permaculteur de devenir un youtubeur ultra connu. Donc vous pouvez faire une coopérative et où vous engagez à produire tous du miel, des myrtilles, etc., à mutualiser et à faire de la vente en commun avec les mêmes processus de production pour pouvoir ensuite faire des centrales. C'est tout à fait faisable ça. Vous l'avez déjà pour le Beaufort en Savoie. Je me rappelle mon ami Edgar Gros-Piron, que je salue et dont je vous encourage à regarder les confs et les cours, m'avait initié au Beaufort d'été avec la bonne herbe d'été. J'avais complètement capoté, comme disent nos amis les Québécois. Donc cette idée des écosystèmes nourriciers complets, vous voyez tout ce qu'on pouvait faire, on a oublié de mentionner le bois. Ouais. Si demain, puis en plus, année après année, le but est d'essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire de ne pas faire seulement du bois de construction, mais un jour d'aller gratter, ça peut vous prendre 5 ans, le contact d'un luthier et de lui dire « viens dans ma forêt, cueillir un arbre », c'est comme ça que ça s'appelle, être cueilleur d'arbres. Viens dans ma forêt pour prendre un épicéa ou pour un luthier, je ne connais pas bien le métier, mais un arbre qui te serait nécessaire pour faire des violons, des guitares. Ouais. Et je sais qu'il y en a qui sont faits en ashwood, je ne sais pas comment ça se dit en français, le ashwood, mais les guitares par exemple de la marque Strandberg, ils sont faites en ashwood. Donc avoir toujours ce souci d'essayer d'augmenter la valeur ajoutée, même si ce n'est pas la première année, mais année après année, alors que en lycée agricole et en institut agronomique, on ne vous apprend pas du tout à augmenter la valeur ajoutée année après année, pas du tout. On ne vous dit pas, essaie de trouver un meilleur débouché, une meilleure transformation sur ce que tu vas produire sur ton champ dans 5 ans, fais-toi un plan, ou disons si ça c'est une betterave que tu as vendue à tel producteur, essaie de faire, je ne sais pas, une AOC, n'importe quoi, pour les betteraves plus compliquées, même si c'est envisageable, regardez ce que fait Alain Passard. Eh bien, essayez continuellement d'augmenter la valeur ajoutée de votre site de production. C'est quelque chose aussi qui peut vous amener à plus de 100 000 balles par an, par hectare. C'est typiquement ce genre de permaculture que j'aimerais voir en France. Et aujourd'hui, avec la génération que nous avons, c'est tout à fait possible. Juste rapidement, Idriss. Je te donne le mot de la fin de toute façon. Ah oui, tu me donnes le mot de la fin, c'est gentil. Là, on a parlé effectivement essentiellement d'un écosystème qui serait déjà mature. On est parti tout de suite d'une forêt. Il y a énormément de choses à faire aussi d'un écosystème qu'on prendrait à partir d'une prairie, même dégradée. La permaculture, c'est une de ces philosophies d'aggrader les sols, donc de les régénérer. Et je vous encourage à regarder en fait la ferme du Bec et Loin ou Non, l'agriculture syntropique. Voilà, ah oui, syntropique. Ouais. Syntropique, donc trophein, c'est nourrir, et sain, c'est avec, donc nourrir ensemble. Et l'idée, c'est que effectivement, l'homme trouve sa place au milieu du système et qu'on nourrisse en même temps la nature et en même temps l'homme. Et nourrir, c'est aussi nourrir de la beauté, nourrir de toutes ces choses-là. Un écosystème nourricier, c'est une expérience esthétique. Et on se rappelle que voilà, le style gothique a été inspiré par des balades en forêt. Hein. L'abbé de Saint-Denis, et dans l'époque où le style gothique apparaît, qui ne s'appelait pas style gothique, qui s'appelait le style français au Moyen-Âge. Gothique, c'était une insulte. Et c'était une balade en forêt, et voilà, ces grandes voûtes comme ça, de feuillage. Ils disent, tiens, ce serait ce sentiment justement d'enthousiasme ou d'antéogénie, de sentir Dieu, ou de théophanie, manifestation de Dieu. Eh bien, j'aimerais le reproduire dans un lieu de culte et ça a donné le style gothique. Donc c'est vrai que c'est aussi une expérience esthétique avec bien sûr l'agrotourisme, l'écotourisme qui peut passer par là et des gens qui peuvent visiter le site. Les possibilités sont vraiment sans limite. Et tu parlais des prairies, on pourrait parler des marais. Ouais, on a des productions qui sont faisables en marais et même sur les tourbières, on a les légendaires, c'est moult en norvégien, c'est… mort en français je crois. Tu penses c'est mort? Mort en fait c'est le type de sol dans les tourbières. Non mais les baies qui poussent là-dessus, c'est les meilleurs baies que j'ai mangés de ma vie en fait, vraiment. C'est les oranges là? Ouais, les dorés. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un goût, mais vraiment vous avez l'impression que c'est du miel, c'est du miel concentré dans une baie quoi. Ouais. Ça a un goût de pâtisserie orientale, le truc c'est extraordinaire. Alors, évidemment c'est totalement saisonnier, on ne sait pas les cultiver, mais ça pousse sur les tourbières.
Moult ou Cloudberry en anglais. Ouais. Cloudberry, donc les baies des nuages, super poétique, ça fait limite penser à du Miyazaki. Et alors les Norvégiens, ils vous font des trucs de dingue avec ça. Et ah oui, pour en oublier dans la forêt quand on parlait, on pourrait rajouter des faisans. Allez, on se fait plaisir. Il n'y aura pas que des gallinacés standards. Tu rajoutes de la pintade, du faisan, voilà. Ah non, mais on a juste effleuré la chose. Vraiment, il y a beaucoup trop de choses à dire pour ça. À chaque fois, en fait, la permaculture l'explique bien ça. En fait, on a une éthique centrale. Ensuite, on a des principes qui sont aussi immuables, comme l'éthique. Et puis la mise en œuvre est toujours contextuelle. Donc, en fonction de si vous partez d'une forêt, si vous partez d'une prairie, si vous partez avec une zone humide, si vous êtes plutôt dans un désert. On n'a pas parlé, par exemple, dans les déserts, tu as la figue de Barbarie. Ouais, bien sûr. Qu'on jetait avant l'huile de pépin, qui est l'huile végétale la plus chère au monde. Ouais. Ouais. Devant l'argan, alors qu'on s'en servait juste pour faire des haies entre champs. Ouais, tu as les euphorbes au Sahel, etc. On vous en reparlera dans d'autres épisodes. Là, évidemment, on est en train de s'approcher d'une heure de vidéos YouTube improvisées. Mais voilà, imaginez le gars qui va récolter sa forêt. Moi, je termine de mon côté sur un souvenir que j'avais quand j'ai vécu en Ukraine. On m'a présenté un vieux monsieur qui m'a donné une tisane qu'il avait récoltée de la forêt. Donc, c'était un mélange de tilleul, etc. Et en fait, ce monsieur, il avait survécu pendant la Deuxième Guerre mondiale en mangeant uniquement des trucs qu'il pouvait trouver en forêt. Et son grand-père lui avait appris. Donc, son grand-père, c'était milieu du 19e siècle qu'il était né, quoi. Enfin, oui, j'imagine que ce monsieur-là devait être né dans les années 1920. Voilà. Donc, son grand-père devait être né dans les années, avec le temps générationnel de l'époque, peut-être aller 1880 ou 1880, je pense, ou 70. Et donc, il lui avait appris ce qu'on pouvait manger dans une forêt. Et ça l'avait marqué, et il en avait tiré toute cette sagesse, et ça lui avait sauvé la vie. Donc, aller dans sa forêt nourricière, c'est quelque chose dont j'aimerais bien que notre génération et toutes les suivantes fassent non pas une exception, mais une règle. Moi, j'ai rien à rajouter. Merci, bro. Alors, cheers, on a fait un cours de 10 heures pour vous sur Scandaria. Pour ceux qui veulent approfondir le truc, je ne sais pas de vendre ça à toute la chaîne, calmez-vous. Là, le but, c'est pas que vous achetiez tout ça, mais on a fait un cours de 10 heures pour ceux qui ont envie d'approfondir biologie et bio-inspiration. Et on refera des vidéos sur ma chaîne avec Guillaume, notamment sur le biomimétisme, et puis on parlera un peu d'évolution de tout ça parce que ça nous fait kiffer.